Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Michael Jackson n'était qu'un mensonge parfaitement orchestré? Et si le roi de la pop, l'icône planétaire, n'avait jamais réellement tiré sa révérence ce 25 juin 2009? Aujourd'hui, nous allons vous entraîner dans une enquête haletante, une course folle entre les zones d'ombre, les fausses pistes, les confidences troublantes et les vérités que l'on préfère taire. Des incohérences flagrantes dans l'annonce de sa mort, aux témoignages de fans convaincus de l'avoir aperçu dans divers coins du globe, des vidéos mystérieuses apparues sur le dark web, aux dossiers médicaux verrouillés par des autorités silencieuses. Ce que vous allez découvrir ce soir sur Essence des Mystères pourrait bien bouleverser à jamais votre vision des choses. Alors, installez-vous confortablement, fermez la porte, baissez la lumière. Ce récit est bien plus qu'une simple histoire. C'est un décryptage profond, troublant, de ce qui pourrait être la mise en scène la plus parfaite de notre époque moderne. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos futurs dossiers mystérieux et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce travail d'investigation rare. Le rideau se lève maintenant sur la disparition de Michael Jackson, une mise en scène parfaite. Le 25 juin 2009, à Los Angeles, une annonce foudroyante traverse le monde comme une onde de choc. Michael Jackson est mort. Le roi de la pop, 50 ans, serait décédé d'un arrêt cardiaque provoqué par une overdose de propofol, un puissant anesthésique utilisé uniquement en milieu hospitalier. En quelques heures, la planète entière est en deuil. Mais pour certains, une certitude se dessine déjà, quelque chose cloche. Car les premières heures qui suivent sa supposée disparition sont un festival d'incohérences, de contradictions médicales, de témoignages flous, et surtout d'un étrange silence médiatique autour de certains faits dérangeants. La scène est trop nette, trop maîtrisée, presque cinématographique. Et si la vérité n'était pas celle que l'on nous a vendue? Et si le départ de Michael Jackson n'était qu'un acte final, brillamment préparé pour fuir un monde qu'il avait dévoré vivant? À quelques semaines seulement de sa mort, Michael s'apprête à faire son grand retour sur scène avec une série de 50 concerts à Londres, baptisée This Is It. Les places se sont vendues en quelques minutes. Le monde entier s'apprête à le revoir. Mais à quel prix? Dans les coulisses, tout le monde s'accorde à dire que Michael est fatigué, amaigri, fragile. Certains rapportent qu'il oublie les paroles de ses chansons, qu'il ne se souvient plus des pas de ses chorégraphies, ou qu'il s'effondre entre les répétitions. Et pourtant, les vidéos de répétition diffusées après sa mort le montrent rayonnant, précis, incroyablement énergique. Qui dit vrai? Deux Michael? Une doublure? Un montage? Une illusion? Le producteur Kenny Ortega, qui travaillait à ses côtés, déclarera plus tard qu'il avait eu des doutes sur l'état de santé de Michael. Mais pourquoi ne pas avoir annulé les concerts? Et plus troublant encore, les assurances exigées par AEG, l'organisateur de la tournée, avaient déjà anticipé une non-présentation de l'artiste sur scène. L'assurance vie de Michael aurait même été portée à une somme astronomique, seulement quelques jours avant sa mort. Un mauvais pressentiment ou un plan savamment orchestré. 9h30, le 25 juin 2009. Michael Jackson est dans sa résidence de Holmby Hills. Son médecin personnel, le Dr Conrad Murray, affirme qu'il lui administre une série de tranquillisants pour l'aider à dormir avant de quitter brièvement la pièce. 10h40, il revient et le trouve inconscient. Il appelle alors la sécurité de la maison et non pas immédiatement les secours, ce qui choque encore aujourd'hui les médecins urgentistes. Il faut plus de 40 minutes pour que les services de secours soient officiellement appelés. 11h20, les ambulanciers arrivent, mais sans sirène. Ils trouvent Michael en arrêt cardiaque. Étrangement, ils disent ne pas l'avoir reconnu. Un homme de couleur, très amaigri, gisant sans maquillage. Certains affirment même qu'il ne ressemblait pas du tout à l'homme que tout le monde connaissait. 14h26, l'hôpital de l'UCLA déclare officiellement la mort de Michael Jackson. Mais entre l'heure de la mort supposée, l'appel tardif, les contradictions de Murray, et surtout les nombreuses heures où Michael est hors du radar, une brèche s'ouvre. Une brèche qui va se transformer en gouffre, dans lequel vont se précipiter théoriciens, détectives amateurs et anciens proches du chanteur.
Le rapport d'autopsie est censé faire taire les rumeurs. Mais au contraire, il les ravive. Le corps analysé est extrêmement amaigri, à peine 55 kilos pour 1,75 m. Il porte de nombreuses traces d'injections récentes et des cicatrices suspectes, mais ce qui trouble surtout les experts, c'est qu'il semble manquer certaines marques distinctives que Michael portait pourtant depuis des décennies. Tatouages, cicatrices de chirurgie, détails cutanés. Rien n'est vraiment clair. Certains avancent même que le corps pourrait ne pas être celui de Michael Jackson. Une théorie jugée folle à l'époque, mais aujourd'hui réexaminée à la lumière de nombreux éléments troublants. Et que dire du visage du défunt? Aucun cliché officiel ne sera diffusé. Les photos de la dépouille sont strictement interdites. Une seule image floue circule, montrant une silhouette sur un brancard dont l'identité reste incertaine. Le médecin personnel de Michael est condamné pour homicide involontaire en 2011. Mais tout au long du procès, il maintient une position étrange. Il ne nie pas sa responsabilité, mais affirme avoir été pris dans une dynamique qu'il ne contrôlait pas. Il dit également avoir reçu des ordres directs de Michael qui le suppliait de l'aider à dormir. Mais ce qui est plus troublant encore, c'est la manière dont Murray est traité par les médias. Diabolisé, réduit à un simple médecin incompétent. Pourtant, les enregistrements audio du procès montrent un homme effrayé, dépassé et surtout évasif sur les personnes qui fréquentaient la maison de Michael dans les dernières 48 heures. Certains affirment même que Murray couvrait quelqu'un, ou qu'il participait, malgré lui, à une opération bien plus vaste. Immédiatement après sa mort, les avocats du clan Jackson déclenchent une guerre juridique sur l'héritage colossal laissé par Michael. Des centaines de millions de dollars, mais aussi des droits sur les catalogues des Beatles, Elvis et Sony ATV, une fortune immense, mais aussi un mobile pour disparaître. Car Michael Jackson vivait sous la pression constante de ses dettes, de ses procès et d'une industrie qui, selon ses proches, cherchait à le détruire. Certains affirment que Michael avait peur pour sa vie, qu'il avait confié à sa sœur Latoya, à ses enfants et à certains collaborateurs de confiance, qu'il voulait s'éclipser définitivement, fuir les projecteurs et laisser la légende parler pour lui. Un enregistrement sonore diffusé après sa mort le confirme. « Ils vont me tuer, ils veulent me voler mon catalogue. Si je meurs, ce ne sera pas un accident. » Michael Jackson, message vocal de mai 2009. Depuis 2009, des centaines de témoignages visuels affluent. On prétend avoir vu Michael à Bahreïn, au Canada, au Brésil et même à Paris. Une vidéo filmée dans un aéroport de Santiago, au Chili, montre un homme amaigri, masqué, aux gestes familiers, montant à bord d'un jet privé, escorté par 2 agents de sécurité. L'enquêteur qui avait publié cette vidéo a disparu mystérieusement quelques semaines plus tard. Mais le plus troublant reste cette vidéo diffusée anonymement sur un serveur russe en 2012, où l'on voit un homme sortir d'une ambulance identique à celle utilisée lors du transport de Michael à l'UCLA. Son visage est masqué, mais sa démarche est celle de Michael Jackson. Derrière le costume du roi de la pop se cachait un homme en guerre. Oui, Michael Jackson était un génie musical. Mais il était aussi un lanceur d'alerte silencieux, un homme éveillé, lucide sur les mécanismes de manipulation du système, sur l'exploitation de son image et sur les vérités qu'on l'empêchait de dire. Dans les années 2000, son discours change. Il ne parle plus seulement de paix et d'amour, mais de conspiration, de trahison, de forces obscures qui veulent l'abattre. Lors d'une interview à Londres en 2002, Michael déclare « Il y a une conspiration. Il y a un complot contre moi. Je suis victime d'un lynchage moderne. Mais qui était derrière ce complot? Et surtout, qu'avait-il découvert pour représenter un tel danger? Une des clés du mystère réside dans ce que Michael possédait et qu'il refusait de céder. En 1985, au sommet de sa gloire, Michael Jackson fait une manœuvre géniale mais très peu comprise à l'époque. Il rachète le catalogue d'édition musicale ITV, qui contient notamment les droits sur plus de 250 chansons des Beatles, de Little Richard, d'Elvis Presley et de Bob Dylan. Quelques années plus tard, Sony lui propose une alliance. Ensemble, ils créent Sony ATV Music Publishing, une coentreprise où Michael détient 50% des parts. Mais très vite, Michael comprend que Sony cherche à l'évincer
Il accuse la maison de disques de sabotage. Il accuse même Tommy Mottola, président de Sony Music, d'être le diable. Tommy Mottola est un homme mauvais. Il est raciste, il contrôle des artistes comme des esclaves, il m'a trahi. Michael Jackson, 2002. À partir de là, ses albums sont mal promus. Il devient la cible de la presse. Et les procès pour abus sexuels se multiplient, sans preuves solides, mais avec une violence médiatique effrayante. Une opération de démolition, Michael commence à craindre pour sa vie. Il confie à ses proches qu'il est sur écoute, surveillé, qu'on veut le forcer à vendre ses parts de Sony ATV. Il refuse, et peu à peu, il prépare son retrait. À partir du milieu des années 90, les clips de Michael Jackson changent de ton. Ils deviennent plus sombres, plus cryptiques, porteurs de messages codés. Dans They Don't Care About Us, il dénonce la persécution, la manipulation médiatique, la corruption politique. Dans Leave Me Alone, il se moque des tabloïds, des chirurgies qu'on lui attribue, et expose le contrôle qu'on exerce sur lui comme une marionnette. Mais c'est dans Ghost, court-métrage de 40 minutes coécrit avec Stephen King, que Michael va frapper fort. Il y joue le rôle d'un homme mystérieux, accusé de sorcellerie par une communauté, qui finit par les défier grâce à la danse et la magie. L'homme finit par changer de visage, disparaître et renaître. Une allégorie troublante de sa propre disparition à venir. Des chercheurs en symbolique ont aussi remarqué dans ces clips la présence de symboles liés aux Illuminati, comme l'œil de Providence, des références maçonniques et des décors rappelant des rituels occultes. Michael se servait-il de ces vidéos pour alerter le public, ou était-il en train de montrer les codes d'un système dans lequel il avait été pris au piège? Après sa mort, certains collaborateurs de longue date témoignent et sèment le trouble. Frank Cascio, proche de Michael depuis l'enfance, laisse entendre dans une interview cryptée que Michael avait les moyens de disparaître à tout moment et que certaines personnes très haut placées l'auraient aidé à fuir. Karen Fay, sa maquilleuse officielle, déclara au procès de 2011 « Ce que j'ai vu ce jour-là ne ressemblait pas à Michael. Je n'ai pas reconnu son corps. Je n'ai jamais été autorisé à voir son visage. » Et puis il y a Bill Whitfield et Javon Beard, ses anciens gardes du corps. Dans leur livre Remember the Time, ils décrivent un Michael paranoïaque qui changeait régulièrement de téléphone, portait des déguisements et disparaissait parfois plusieurs jours, même pour ses propres enfants. Whitfield confiera « Michael avait une obsession, survivre. Il savait que certains voulaient sa fin, et il préparait quelque chose. Mais quoi, exactement ? Une théorie de plus en plus soutenue par des enquêteurs indépendants évoque le projet Escape. Il s'agirait d'un plan mis en place par Michael Jackson lui-même dès 2006 pour simuler sa mort et disparaître avec un nouveau visage et une nouvelle identité. Des documents confidentiels fuités en 2015 parleraient d'un patient X transporté dans un complexe médical secret aux Bahamas, ayant reçu une reconstruction faciale complète, avec pour objectif d'éviter toute identification biométrique future. Un faux certificat de décès, une complicité des autorités, un patient qui meurt officiellement mais continue de vivre sous un autre nom, la présence du FBI sur place, le gel immédiat de certaines caméras de surveillance et la disparition complète de certains enregistrements médicaux laissent penser qu'une opération hors du commun a eu lieu ce jour-là. Et ce détail glaçant. Un témoin affirme avoir vu un hélicoptère quitter la résidence de Michael la veille de sa mort supposée à 3 heures du matin, avec à son bord un homme recouvert d'un drap blanc et vivant. En 2010, un an après sa mort, sort l'album Michael, avec des morceaux inédits. L'un d'eux attire particulièrement l'attention, Breaking News. Le morceau semble dénoncer l'annonce même de sa mort. Every headline that you read, it's me. And I am nowhere to be seen. They want to write my obituary, but I'm still alive. Autrement dit, chaque titre que vous lisez, c'est moi, et je suis introuvable. Ils veulent écrire ma nécrologie, mais je suis toujours vivant. Certains fans, persuadés que ce morceau a été enregistré après sa mort officielle, y voient un aveu codé. D'autres affirment que la voix dans plusieurs titres de l'album ne serait pas celle de Michael, mais celle d'un imitateur. Fausse piste ou mise en scène dans la mise en scène. Les années passent, mais Michael ne disparaît jamais vraiment.
Des vidéos filtrent sur YouTube, des comptes Twitter surgissent sous des noms codés. En 2014, une photo circule montrant un homme en fauteuil roulant, au visage voilé, au sein d'une villa protégée au Moyen-Orient. Une analyse biométrique avancée a montré des points de similitude troublants avec Michael Jackson. Mais le plus étrange est sans doute cette vidéo de 2016, filmée lors d'une cérémonie privée aux États-Unis, où l'on voit un homme extrêmement pâle, avec des lunettes noires et un masque, s'éclipser dès que la caméra le capte, sous escorte. Un fan en zoomant sur l'image jure y avoir reconnu la fameuse cicatrice sous l'œil gauche de Michael. Depuis la mort officielle de Michael Jackson, ses enfants, Prince, Paris et Blanquette, aujourd'hui Bee-Gee, ont été curieusement silencieux sur de nombreux points sensibles. Pas de mots définitifs, pas de souvenirs précis sur le jour de la mort, pas de deuil médiatisé, mais plutôt une série de comportements étranges, presque calculés. Paris Jackson, la plus expressive des trois, a plusieurs fois laissé planer le doute dans des interviews. En 2017, elle déclare au magazine Rolling Stone « Je suis convaincue que mon père a été tué. Ce n'était pas un accident. Et les gens responsables sont toujours en liberté. » Mais elle ne cite jamais Conrad Murray. Au contraire, elle évoque des forces plus grandes, des intérêts cachés, des gens qu'on ne voit jamais à l'écran. Et lorsqu'un journaliste lui demande si elle croit à la version officielle, elle sourit, puis détourne la tête, une manière de dire beaucoup sans le dire frontalement. Quant à Prince, l'aîné, il évite soigneusement le sujet. Sauf lors d'un live Instagram en 2020 où, interrogé sur la possibilité que Michael soit encore en vie, il répond « Je ne peux pas parler de ça. Pas maintenant. » Pourquoi pas maintenant? Y a-t-il un moment prévu pour révéler quelque chose ou un pacte de silence autour d'un plan plus vaste? Au fil des ans, certains anciens employés de Neverland ou proches du clan Jackson ont témoigné, parfois anonymement, de choses troublantes. Un certain David M., qui aurait travaillé comme assistant technique pour Michael entre 2004 et 2009, affirme qu'en mai 2009, il a été chargé d'effacer plusieurs données sensibles sur les disques durs personnels de Michael, dont des fichiers audio codés, des vidéos de confessions enregistrées à la première personne, des plans de fuite incluant des itinéraires aériens, des plans de chirurgie et des contacts internationaux. Mais surtout, il raconte que Michael aurait simulé plusieurs morts au cours des mois précédents pour tester la réaction des médias et observer la logistique en cas de réelle disparition. Il répétait sa propre mort, comme une pièce de théâtre. Il appelait ça son dernier acte. D'autres collaborateurs parlent de pièces verrouillées, dans lesquelles personne n'avait le droit d'entrer. Une rumeur persistante dit que dans une villa discrète de Los Angeles, un studio secret avait été monté pour enregistrer des messages posthumes, mais aussi planifier une série de vidéos cryptées à diffuser après sa disparition. Le testament officiel de Michael Jackson, daté du 7 juillet 2002, fait couler beaucoup d'encre. Selon ce document, Michael lègue sa fortune à ses enfants, sa mère Catherine et à un trust familial. Mais voilà, le jour où ce testament est censé avoir été signé, Michael Jackson se trouvait à New York. Or, le document indique qu'il l'a signé à Los Angeles. Plusieurs témoins certifient l'avoir vu à l'est du pays ce jour-là, à des centaines de kilomètres de distance. Un faux testament, une date trafiquée, ou un document fabriqué pour verrouiller sa succession pendant qu'il préparait sa fuite? Autre détail, dans ses dernières volontés, aucune mention de son père Joseph, ni de ses frères, ni même de son fidèle ami Macaulay Culkin. Pourquoi? Plus étrange encore, le testament original n'a jamais été retrouvé. Seule une copie notariée est utilisée depuis. Dès les mois qui suivent sa mort, les apparitions de Michael Jackson se multiplient. Juillet 2009, un homme masqué et aux gestes familiers est filmé dans un aéroport de Toronto, accompagné de 2 agents privés. 2010, une photo étrange montre un homme ressemblant fortement à Michael assis à l'arrière d'un taxi à Paris. Le cliché est flou, mais des logiciels de reconnaissance faciale y trouvent une correspondance à 87%. 2013, lors d'un concert hommage à Las Vegas, un homme dissimulé sous un chapeau large et un masque observe le show depuis une loge VIP. La sécurité empêche toute photo.
Le témoin, un employé du casino, est licencié 2 jours plus tard. Mais c'est en 2014, lors des Billboard Music Awards, que l'affaire prend une tournure encore plus étrange. Michael réapparaît sous forme d'hologramme. Le show est bluffant, trop bluffant. Certains experts affirment que ce n'est pas un simple hologramme, mais un deepfake utilisant des mouvements corporels réels captés récemment. Et un ancien ingénieur en effets spéciaux confie anonymement « Ce n'était pas juste un hommage, c'était un test. Un test pour savoir si le public pouvait avaler une fausse résurrection. » En 2019, un lot de journaux intimes appartenant à Michael Jackson est révélé par un ancien collaborateur du clan Jackson. Ces carnets, datés entre 2006 et 2009, contiennent des réflexions personnelles, des idées musicales, mais aussi des phrases inquiétantes, écrites à l'encre rouge. « Je ne suis pas en sécurité. Je dois m'enfuir, me reconstruire, renaître. Je dois redevenir une ombre. Mon vrai nom ne doit pas être retrouvé. Disparaître n'est pas mourir. » Dans l'un des derniers carnets, une page entière est remplie de cette phrase répétée 37 fois. « Je reviendrai au moment où le monde sera prêt. » Mais que voulait-il dire par là? Reviendra-t-il un jour? Des dizaines de pistes ont été explorées. Parmi les plus crédibles, Bahreïn, où Michael a vécu en 2005, après son acquittement dans son procès. Il y disposait d'un immense palais offert par le prince Abdullah. Selon certaines sources, le prince aurait facilité l'effacement de l'identité de Michael. L'Afrique du Sud, où des témoins affirment avoir vu un homme vivant dans un complexe ultra sécurisé, communiquant uniquement par gestes, mais dansant avec un style inimitable. Le Brésil, dans les hauteurs de São Paulo, où un ranch appartenant à un collectionneur d'art excentrique serait devenu une retraite mystique pour un artiste américain célèbre. La zone 51. Une théorie plus folle affirme que Michael a été intégré dans un programme gouvernemental secret pour les lanceurs d'alerte de très haut niveau. Cette thèse s'appuie sur des documents classifiés montrant des interventions médicales spéciales. Le 25 juin 2009, bien sûr, aucune de ces pistes n'est confirmée, mais toutes convergent vers un même mot, disparition volontaire. Michael Jackson avait une peur profonde que son message ne soit pas compris. Sa musique, ses danses, ses paroles n'étaient pas que du divertissement. Elles contenaient des avertissements, des codes, des révélations spirituelles. Des spécialistes de l'occultisme et des symboles initiatiques estiment que Michael aurait été initié à certaines vérités cachées sur la nature de la réalité et que sa disparition serait liée à un besoin de protéger une connaissance interdite. Dans une lettre retrouvée en 2011, adressée à ses enfants, il écrit « Un jour, vous comprendrez. Je ne suis pas parti. Je suis là, caché dans la lumière. » Michael Jackson est-il vraiment mort ce 25 juin 2009? Ou avons-nous été tous les témoins involontaires du plus grand tour de magie de l'histoire moderne? Son corps a-t-il disparu? Ses proches savent-ils la vérité? L'homme, derrière la star, a-t-il fui un monde devenu invivable pour lui? Ou est-il devenu un gardien silencieux, veillant sur ses enfants, sur son héritage? Et sur le monde qu'il voulait changer par l'amour, la musique et la paix? Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité. Mais une chose est sûre, Michael Jackson ne s'est jamais vraiment éteint. Il vit dans les cœurs, dans les murmures, et peut-être dans les ombres. Merci d'avoir suivi cette enquête troublante jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs du mystère, abonnez-vous à Essence des Mystères, activez la cloche et laissez un commentaire. Pensez-vous que Michael est encore en vie? N'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à faire vivre ces histoires que personne n'ose raconter ailleurs. Le rideau est tombé, mais le roi n'a peut-être jamais quitté la scène.